En ce début d'année 2026, alors que l'attention du monde est focalisée sur les marchés boursiers et les taux d'intérêt, une guerre silencieuse mais dévastatrice est en train de s'ouvrir sur l'Atlantique. Ce ne sont pas des missiles qui sont pointés, mais des barrières douanières d'une ampleur inédite, menaçant directement 93 milliards d'euros d'échanges commerciaux vitaux. Ce chiffre colossal ne représente pas une simple fluctuation statistique. Il incarne le volume exact des exportations européennes qui se retrouvent aujourd'hui dans le viseur immédiat des nouvelles politiques protectionnistes américaines, transformant nos alliés historiques en rivaux économiques impitoyables. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne ne se contente pas de subir ou de négocier poliment. Elle a activé son nouvel arsenal juridique de dissuasion, l'instrument anti-coercition, ACI. C'est un changement de paradigme total. Bruxelles dispose désormais d'un bouton rouge économique capable d'imposer des sanctions miroirs automatiques sans passer par les interminables débats parlementaires habituels. Nous ne sommes plus dans le libre-échange classique, mais dans une ère de sécurité économique, où le commerce est devenu la continuation de la politique par d'autres moyens. Cette escalade n'est pas un jeu politique lointain, elle va impacter directement le prix de ce que vous achetez, la valeur de votre monnaie et la stabilité de vos emplois. Si ces 93 milliards de flux sont bloqués ou taxés, c'est toute la chaîne de valeur industrielle du continent qui risque la paralysie. Dans cette vidéo, nous allons décrypter la mécanique de cet affrontement, comprendre comment fonctionne cette nouvelle arme européenne et analyser pourquoi l'année 2026 pourrait marquer la fin définitive de la mondialisation telle que nous l'avons connue. Chapitre 1. La fin de la navetée, le nouveau champ de bataille. Pendant des décennies, l'Europe a construit sa prospérité sur un dogme simple. Le commerce adoucit les mœurs et l'interdépendance économique empêche les conflits. Ce modèle, hérité de l'après-guerre, partait du principe que si nous achetions du gaz aux uns et vendions des voitures aux autres, la paix serait garantie par la nécessité des affaires. En 2026, cette vision est brutalement percutée par le mur de la réalité. L'économie n'est plus un facteur de paix. C'est devenu le champ de bataille principal des grandes puissances qui n'hésitent plus à armer leur dépendance commerciale pour obtenir des gains stratégiques. Les États-Unis, suivis par la Chine, ont opéré ce virage bien avant nous, en intégrant la sécurité nationale au cœur de leur politique commerciale. Ils ont compris que contrôler les chaînes d'approvisionnement, les semi-conducteurs ou les données valait autant que de posséder des porte-avions. L'Europe, longtemps qualifiée de géant économique mais nain politique, s'est réveillée avec la gueule de bois en réalisant que son marché ouvert à tout vent était devenu sa principale faiblesse. En laissant entrer les produits subventionnés sans contrepartie, elle a désindustrialisé ses territoires sans gagner en influence politique. Le déclic s'est produit lorsque les alliés traditionnels de l'Europe ont commencé à utiliser des sanctions extraterritoriales et des crédits d'impôt discriminatoires pour siphonner l'industrie européenne. Le friendshoring, cette idée de ne commercer qu'entre amis, s'est révélé être une illusion. En économie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des concurrents. Bruxelles a dû admettre que pour survivre dans ce monde de prédateurs, il fallait cesser d'être un herbivore et se doter de dents et de griffes juridiques capables de faire mal en retour. C'est dans ce contexte que la notion d'autonomie stratégique a cessé d'être un concept flou pour devenir une urgence vitale. Il ne s'agit plus seulement de produire des masques ou des munitions, mais de protéger l'intégrité du marché unique contre les pressions externes. Si une puissance étrangère décide de bloquer l'importation de vin français ou de voitures allemandes pour forcer une décision politique, l'Europe doit pouvoir riposter non pas dans 6 mois, mais immédiatement, et avec une force proportionnelle qui rend l'attaque économiquement coûteuse pour l'agresseur. Cette transformation marque la fin de l'innocence européenne. Nous passons d'une logique de rule taker, celui qui subit les règles, à une logique de rule maker, celui qui impose ses conditions. Ce changement de posture est risqué, car il expose l'Europe à des représailles, mais l'inaction est devenue suicidaire. Le marché unique de 450 millions de consommateurs est notre seul levier de puissance crédible. Ne pas l'utiliser comme une arme défensive revenait à aller au front sans fusil. Désormais, chaque tonne d'acier, chaque conteneur de produits chimiques et chaque service numérique est potentiellement une munition dans ce conflit. Les entreprises doivent intégrer ce risque géopolitique dans leur bilan comptable. L'ère du juste à temps et de l'efficacité maximale cède la place à l'ère de la résilience et de la sécurité des approvisionnements. La guerre commerciale n'est pas une anomalie passagère, c'est la nouvelle norme de fonctionnement de l'économie mondiale pour la décennie à venir. Chapitre 2. L'arme secrète, l'instrument anti-coercition. Au cœur de cette nouvelle stratégie se trouve un mécanisme complexe mais redoutable, l'instrument anti-coercition, ACI. Contrairement aux procédures classiques de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui prennent des années à aboutir à des sanctions souvent dérisoires, l'ACI était conçue comme une arme de réaction rapide.
Il permet à la Commission européenne, après une enquête express de quelques mois, de prendre des contre-mesures commerciales sans avoir besoin de l'unanimité des États membres, contournant ainsi les blocages politiques habituels. Concrètement, la CEI fonctionne comme une dissuasion nucléaire graduée. Si un pays tiers tente de faire chanter économiquement un membre de l'Union, comme la Chine l'avait fait avec la Lituanie ou les USA avec l'acier européen, l'Europe peut activer une série de ripostes ciblées. Cela va de l'augmentation punitive des droits de douane sur des produits stratégiques à l'exclusion des entreprises étrangères des marchés publics européens, en passant par le blocage des investissements directs étrangers sur le sol européen. La force de cet instrument réside dans sa flexibilité et son imprévisibilité pour l'adversaire. L'Europe peut choisir de frapper là où ça fait le plus mal politiquement pour le pays agresseur. Par exemple, si les États-Unis taxent l'acier européen, la CEI permet de taxer spécifiquement le bourbon du Kentucky ou les motos du Wisconsin, des États clés électoralement pour le pouvoir américain en place. C'est une frappe chirurgicale conçue pour créer une pression politique interne chez l'adversaire et le forcer à revenir à la table des négociations. Mais la CEI n'était pas seulement une arme offensive, c'est avant tout un bouclier juridique. Son existence même modifie le calcul coût-bénéfice des puissances étrangères. Avant la CEI, agresser commercialement un petit pays européen était gratuit et sans risque. Aujourd'hui, celui qui attaque la Lituanie ou la Belgique sait qu'il s'expose à la puissance de feu de l'ensemble du marché unique européen. Le coût de la coercition devient potentiellement supérieur aux gains espérés, ce qui est la définition même de la dissuasion efficace. Ce mécanisme introduit cependant une nouveauté radicale, la politisation des flux commerciaux. La décision d'activer la CEI repose sur l'appréciation de la coercition économique, une notion subjective. Cela donne un pouvoir immense à la Commission européenne, qui devient de facto un acteur géopolitique majeur capable de déclencher une guerre commerciale au nom des 27. C'est un transfert de souveraineté silencieux mais massif des capitales nationales vers Bruxelles, justifié par l'urgence de la menace extérieure. Pour les entreprises, la CEI est une arme à double tranchant. D'un côté, il les protège contre le chantage arbitraire des États tiers. De l'autre, il les expose à devenir des victimes collatérales lors des ripostes. Une entreprise européenne qui dépend de composants importés pourrait voir ses coûts exploser si ces composants sont ciblés par une mesure de rétorsion européenne. L'économie devient otage de la stratégie. Les PDG doivent désormais scruter les bulletins diplomatiques autant que les cours de la bourse. Chapitre 3. Les 93 milliards, la cible réelle. Pourquoi parle-t-on spécifiquement de 93 milliards d'euros ? Ce chiffre correspond à l'excédent commercial sensible que l'Europe réalise avec les États-Unis sur des secteurs clés comme l'automobile, le luxe et la pharmacie. Pour l'administration américaine qui raisonne en termes de déficit commercial, ces 93 milliards sont perçus comme un vol de croissance, une anomalie qu'il faut corriger par des tarifs douaniers agressifs pour forcer la relocalisation de la production sur le sol américain. Cette somme est la véritable cible de l'escalade actuelle. Washington ne cherche pas à interdire les produits européens, mais à les rendre artificiellement plus chers pour que le consommateur américain achète local. Si des tarifs de 10 ou 20% sont appliqués sur ce volume d'échange, cela représente une perte sèche de compétitivité de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour nos entreprises. C'est l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale d'un grand pays qui est mis en jeu sur le tapis vert du commerce international. Les secteurs visés ne sont pas choisis au hasard. Ce sont les joyaux de l'industrie européenne. L'automobile allemande, les vins et spiritueux français, la mode italienne et les machines-outils néerlandaises constituent l'essentiel de ces exportations. Ce sont des industries à forte valeur ajoutée, qui emploient des millions de travailleurs qualifiés et financent notre modèle social. Attaquer ces 93 milliards, c'est viser directement le cœur du réacteur économique européen et sa capacité à générer des devises étrangères. L'Europe se retrouve dans une position délicate, car elle est structurellement excédentaire. Elle a besoin de vendre au monde pour vivre, là où les États-Unis, immense marché de consommation, peuvent davantage se permettre de se replier sur eux-mêmes. Cette asymétrie donne un avantage tactique aux Américains. Ils ont moins à perdre dans une guerre commerciale directe. C'est précisément pour rééquilibrer ce rapport de force défavorable que la CEI a été conçue, pour montrer que nous avons, nous aussi, une capacité de nuisance. La bataille des 93 milliards va se jouer produit par produit, ligne tarifaire par ligne tarifaire. Les négociateurs européens savent que, s'ils cèdent sur l'acier, l'automobile sera la prochaine cible. C'est une ligne de front continue. Accepter une réduction forcée de ses exportations reviendrait à accepter une désindustrialisation programmée de l'Europe, car le marché intérieur ne pourra jamais absorber les volumes que nous ne vendrions plus aux Américains. L'enjeu dépasse le simple cadre comptable. Si l'Europe perd cet accès au marché transatlantique, elle ne pourra pas compenser par la Chine, dont l'économie ralentit et se ferme également.
Ces 93 milliards sont vitaux, car ils représentent notre part du gâteau de la richesse mondiale. Les défendre n'est pas une option, c'est une nécessité de survie économique pour éviter le déclassement du vieux continent face aux blocs concurrents. Chapitre 4. Le maillon faible, l'Allemagne et l'auto. Dans cette guerre de tranchées économiques, tous les pays européens ne sont pas égaux devant le feu. L'Allemagne apparaît comme la victime désignée et le maillon faible de la coalition européenne. Son modèle économique, entièrement bâti sur l'exportation massive de voitures et de machines industrielles vers les États-Unis et la Chine, la rend hypersensible aux droits de douane. Si Washington taxe les berlines allemandes, c'est le moteur économique de toute l'Europe qui cale. Cette vulnérabilité allemande crée une faille politique majeure au sein de l'Union. Berlin, terrifié à l'idée de perdre son plus gros marché d'exportation, est traditionnellement prêt à toutes les concessions pour apaiser les Américains, quitte à sacrifier les intérêts d'autres secteurs européens. La stratégie américaine consiste précisément à appuyer sur cette division. Menacer l'automobile pour forcer l'Allemagne à bloquer toute riposte européenne trop agressive via la CI. C'est la vieille technique du « diviser pour régner » appliquée à la diplomatie commerciale. L'industrie automobile allemande est d'autant plus fragile qu'elle traverse déjà une crise structurelle, avec le passage difficile à l'électrique et la concurrence chinoise. Lui fermer le marché américain serait le coup de grâce. Les grands constructeurs comme Volkswagen, Mercedes ou BMW réalisent une part disproportionnée de leurs marges bénéficiaires aux États-Unis. Une taxe de 20% effacerait purement et simplement ces profits, entraînant des fermetures d'usines en Bavière et dans le Bade-Württemberg, avec des répercussions sociales explosives. Cependant, la France ou l'Italie, moins exposées sur l'industrie lourde mais plus sur le luxe et l'agriculture, poussent pour une ligne dure. Elles considèrent que céder au chantage américain ne ferait qu'encourager d'autres demandes. Cette divergence d'intérêts nationaux est le véritable test pour l'instrument anti-coercition. L'Europe osera-t-elle appuyer sur la détente si l'Allemagne freine des quatre fers ? La crédibilité de l'Union se joue sur sa capacité à dépasser l'égoïsme national du plus fort de ses membres. Le paradoxe est que, pour sauver son industrie, l'Allemagne pourrait être tentée de délocaliser encore plus sa production aux États-Unis pour contourner les barrières douanières, accélérant ainsi ce qu'elle voulait éviter, la fuite de sa substance industrielle. C'est le piège parfait. Les tarifs douaniers agissent comme un aimant à usine. Si vous voulez vendre chez nous sans taxe, venez produire chez nous. L'Allemagne se retrouve prise en étau entre sa loyauté européenne et sa survie industrielle. L'exposition allemande est le talon d'Achille des 93 milliards. Les stratèges américains le savent parfaitement. Ils calibrent leurs menaces, non pas pour détruire l'économie européenne, mais pour faire suffisamment mal à l'Allemagne, afin qu'elle neutralise la volonté politique de Bruxelles. C'est une partie de billard à trois bandes où l'économie dicte la politique, et où la solidarité européenne est mise à l'épreuve du réel de la balance commerciale. Chapitre 5. L'inflation, qui va payer ? Il ne faut jamais oublier une règle d'or en économie. Les États ne perdent pas les droits de douane, ce sont les consommateurs qui les paient. Lorsqu'une taxe est imposée sur un produit importé, l'importateur répercute mécaniquement ce surcoût sur le prix de vente final. Cette guerre commerciale de 93 milliards d'euros n'est pas une bataille abstraite de milliards. C'est une machine à générer de l'inflation importée qui va frapper directement votre pouvoir d'achat au quotidien. Si l'Europe riposte via la CI en taxant les produits technologiques, les logiciels ou les matières premières américaines, le prix de ces biens va augmenter en Europe. Votre smartphone, vos abonnements logiciels professionnels, ou même certains produits alimentaires de base importés coûteront plus cher. C'est un choc d'offres négatif. Les prix montent non pas parce que la qualité augmente, mais parce que des barrières politiques entravent l'efficacité du marché. C'est une taxe invisible prélevée sur le budget des ménages. De plus, l'escalade protectionniste désorganise les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les entreprises, incertaines sur les tarifs futurs, stockent par précaution ou changent de fournisseur dans l'urgence, ce qui crée des goulots d'étranglement et des pénuries artificielles. Ces frictions logistiques ont un coût inflationniste. En 2026, alors que les banques centrales luttent encore pour stabiliser les prix, une guerre commerciale est le pire scénario possible. Elle crée de l'inflation tout en tuant la croissance, stagflation. L'impact sur les devises est également majeur. L'incertitude commerciale pèse sur l'euro. Si les marchés anticipent que l'économie européenne sera plus touchée que l'économie américaine, l'euro baissera face au dollar. Une monnaie faible renchérit encore le coût de nos importations d'énergie. Pétrole, gaz, qui sont libellés en dollars, c'est la double peine pour le consommateur européen. Les produits importés sont taxés, et la monnaie pour les payer perd de la valeur. Les entreprises européennes, voyant leurs marges rognées par les taxes à l'export et les coûts à l'import, devront réduire leurs investissements ou geler les embauches. Le coût final de cette guerre ne se mesurera pas seulement au supermarché, mais aussi sur les chiffres du chômage.
C'est un appauvrissement collectif, organisé au nom de la souveraineté. La protection a un prix, et ce prix sera facturé au citoyen final, souvent sans qu'il en comprenne l'origine réelle. Enfin, il y a un effet psychologique sur la confiance. Dans un climat de guerre commerciale, les ménages épargnent plus et consomment moins par peur de l'avenir. Ce ralentissement de la demande interne aggrave la situation économique. Les 93 milliards en jeu ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les dégâts collatéraux sur la confiance et l'investissement pourraient coûter bien plus cher à l'économie européenne sur le long terme que les simples montants des droits de douane. Chapitre 6. L'avenir. La forteresse Europe. Nous assistons en direct à l'effondrement définitif de l'ordre commercial mondial établi en 1995 avec l'OMC. Le rêve d'un grand marché global et fluide est mort. À la place, nous voyons émerger un monde fragmenté en blocs régionaux rivaux. La forteresse Amérique, la forteresse Chine, et désormais, par nécessité, la forteresse Europe. L'activation de l'ACI en 2026 est l'acte de naissance officiel de cette Europe puissance qui accepte de fermer ses portes pour se protéger. Ce nouveau monde sera moins efficace économiquement, mais peut-être plus résilient politiquement. L'Europe va devoir apprendre à vivre davantage en autarcie, à produire ce qu'elle consomme et à consommer ce qu'elle produit. C'est la fin du modèle allemand, basé sur l'exportation à tout va. Nous allons vers une relocalisation forcée des industries, non pas par patriotisme, mais parce que les barrières douanières rendront le transport de marchandises sur de longues distances trop coûteux et risqués. Cependant, ce repli sur soi comporte des risques immenses. En se fermant, l'Europe risque de se couper de l'innovation mondiale et de voir sa compétitivité s'éroder faute de concurrence. Le protectionnisme est une drogue dure. Elle soulage la douleur immédiate de la désindustrialisation, mais elle affaiblit l'organisme sur le long terme en le rendant dépendant des aides d'État et des barrières tarifaires. L'histoire nous a montré que les guerres commerciales des années 30 ont précipité la pauvreté et les conflits. Espérons que l'ACI servira de dissuasion et non de détonateur. L'année 2026 sera charnière. Si l'Europe réussit à utiliser ses 93 milliards d'échanges comme un levier pour obtenir un New Deal, équilibré avec les États-Unis, elle aura prouvé son statut de superpuissance. Si elle échoue et que l'escalade devient incontrôlable, nous entrerons dans une décennie de fragmentation économique où chaque zone gémonétaire se battra pour les ressources et les parts de marché avec une agressivité croissante. La géopolitique a repris ses droits sur l'économie. Les entreprises et les investisseurs doivent désormais intégrer cette nouvelle donne. La politique prime sur le profit. Avoir raison économiquement ne suffit plus si on a tort politiquement. L'instrument anti-coercition est le symbole de cette nouvelle ère, brutale, transactionnelle et dangereuse. L'Europe a mis son armure. Reste à savoir si elle saura manier l'épée sans se blesser elle-même. En conclusion, ces 93 milliards ne sont pas qu'une question d'argent. C'est un test de caractère pour notre continent. Sommes-nous capables de défendre nos intérêts vitaux avec la même férocité que nos concurrents ? La réponse à cette question déterminera si l'Europe sera un acteur de l'histoire du XXIe siècle ou simplement son terrain de jeu et sa victime consentante. La partie vient de commencer et les mises sont sur la table. Vous comprenez maintenant que derrière ce chiffre de 93 milliards se cache en réalité le destin industriel de l'Europe. L'arme est chargée, le doigt est sur la détente, l'ACI, mais personne ne sait encore qui tirera le premier. Ce qui est certain, c'est que l'époque des produits importés bon marché et du commerce insouciant est terminée. La question pour votre portefeuille est simple. Si demain les produits américains ou technologiques augmentent de 20%, votre pouvoir d'achat est-il prêt à encaisser le choc ? Et pensez-vous que l'Europe a raison de montrer les muscles, même si cela nous coûte de l'argent à court terme ? Le débat est ouvert en commentaire. Pour suivre l'évolution de cette guerre économique invisible qui impacte votre argent, abonnez-vous. À très vite pour la prochaine analyse.